Donc voilà, la Jamstack, la nouvelle façon de créer des sites web. Donc qui suis-je? Hop là. Qui suis-je? Donc moi je m'appelle Anthony Velk. Donc tout le monde dit Welk, mais en réalité, c'est Velk. Donc à partir de maintenant, tous ceux qui écoutent pourront dire Velk, c'est mon nom. Je suis développeur principalement JavaScript, donc JavaScript et tout son écosystème, donc React, Node.js aussi, on est plus du côté back-end, et puis tout ce qui en découle. Vous savez, JavaScript, il y a tout un écosystème, il y a des tonnes et des tonnes de choses. Et je suis aussi formateur. Je me suis découvert une passion quand j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a environ 5 ans, où là, je débutais totalement. J'étais en reconversion professionnelle, en fait. Et en fait, aujourd'hui, au fur et à mesure des années, j'ai fait évoluer mon activité de plus en plus vers la partie formation, parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment. Aujourd'hui, même si aujourd'hui j'ai arrêté de coder, on me retirait tous les ordinateurs et tout, ce que je ferais, c'est que j'essaierais d'aller enseigner quelque chose, peut-être en tant que professeur ou quoi. Mais c'est ce que j'aime par-dessus tout. Donc, voilà pour la petite présentation. Donc, j'ai surtout principalement des formations en JavaScript, en React et tout ce qui tourne autour de ça. Surtout pour qui je vais parler? En fait, je vais parler pour un peu tout le monde en réalité, mais principalement pour tous ceux qui créent des sites et qui trouvent que ça peut être un peu compliqué aujourd'hui parce qu'ils ne réussissent pas à avoir les performances qu'ils veulent en termes de rapidité du site, où c'est un peu compliqué de gérer la sécurité. Vous savez, la sécurité, aujourd'hui, c'est un point très important. Il y a de plus en plus de failles. Je prends juste un exemple. Par exemple, aujourd'hui, il y a enfin, sur le web, par exemple, WordPress représente un nombre incalculable de sites, mais c'est aussi, il y a aussi énormément de failles liées à ça, parce que forcément, c'est plus un système utilisé, plus les gens essayent de l'attaquer, et donc il y a pas mal de problèmes liés à ça, donc on peut vite se retrouver avec ces problèmes-là. Donc si vous recherchez plus de sécurité, ça va vous intéresser. Et enfin, pour aussi tous ceux qui n'ont pas de thunes, on est plein de développeurs à vouloir faire des projets et on n'a pas d'argent pour payer des gros systèmes, des gros serveurs, etc. Donc on va voir comment régler tout ça, mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes dans ces situations-là, vous n'êtes pas seul. En gros, c'est pour tout le monde, comme je disais, qui manque de ressources, donc que ça soit des ressources de connaissances en termes de temps, parce que donc quand on est dans le monde réel, en fait, tous les projets, il y a des délais, hein. Quand on se forme, c'est une chose, on peut tester des petits projets, mais quand on est face à des vrais clients, on a toujours des délais, des timelines qui nous permettent pas forcément de faire tout exactement comme on voudrait. On peut aussi manquer de ressources au niveau de l'argent, on peut pas utiliser tous les services qu'on voudrait, et tout simplement aussi de ressources humaines. Des fois, on est tout seul, tout simplement. Moi, dans beaucoup de projets, j'étais tout seul. Je peux pas me permettre de faire des structures comme si j'étais une équipe de 10, parce qu'il faut gérer ça aussi. Donc, on va voir tout ça si vous êtes dans ces cas-là. Donc, de quoi on va parler? La Jamstack, c'est quoi? Donc, une stack, c'est quoi? Une stack, c'est les différents outils que vous allez utiliser pour développer. Donc, ça peut être un ensemble de technologies en fait que vous utilisez. Donc ça, c'est une stack, c'est votre boîte à outils. Jam, c'est 3 lettres qui veulent chacune dire quelque chose. JavaScript, API et Markup. On va revenir en détail sur chaque point tout à l'heure, mais je voudrais vous donner un peu la définition donnée par un monsieur qui s'appelle Matthias Biilmann, le CEO de Netlify. Si vous ne connaissez pas Netlify, ne vous inquiétez pas, on va en reparler un peu plus loin, mais en gros, c'est un hébergeur spécial pour des projets front-end Jamstack. Et lui, il définit ça comme ça. Alors, c'est une définition, lui, il l'a donnée en anglais, hein, donc moi, je l'ai traduite, interprétée, et puis un peu traduite à ma sauce. Voilà, donc, mais c'est peut-être pas la meilleure traduction du monde, mais je pense que vous allez très bien comprendre. La Jamstack, c'est une architecture de développement web moderne, basée sur du JavaScript côté client, donc on va travailler vraiment côté front-end, des API et un markup pré-rendu. On va détailler tout ça. Donc, je vais commencer par le markup pré-rendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir des templates, des markups. Donc, le markup, c'est tout simplement comme si vous aviez, pour vraiment si je simplifie le truc, vous auriez une page HTML, mais dans laquelle vous pouvez mettre des variables, mettre des choses qui bougent. Par exemple, je dirais ici, je sais que je voudrais avoir mon titre entre mes balises H1, mais je ne sais pas encore c'est quoi le titre. Je verrai, le titre, en fait, il sera généré en fonction de données que je récupérerai de tel endroit, de tel endroit. Ça, c'est pour le markup. Si je prends des exemples, par exemple, si vous connaissez React, dans React, le JSX, c'est un peu pour du markup. Ou si vous êtes plutôt côté... alors moi, j'ai surtout parlé sur les techno web, hein, donc il y a certainement les équivalents pour d'autres technos. Mais sur par exemple, du back-end avec Node.js,
On peut utiliser des choses comme Pug. Pug, vous savez, ben, c'est exactement fait pour faire des templates. Donc, on a notre serveur Node qui envoie vers Pug et Pug génère des pages. Donc ça, c'est pour le markup. Deuxièmement, JavaScript. Donc JavaScript, ça va être pour gérer tout ce qui est dynamique. Si on a des sites web qui sont plutôt statiques avec juste des pages HTML et CSS, grâce à JavaScript, aujourd'hui, JavaScript, maintenant, c'est pas juste pour faire 2-3 animations d'un truc qui bouge et de la neige qui tombe. On peut avoir des sites vraiment complets, gérer des données. Maintenant, on a des applications front-end qui sont extrêmement plus complexes que ce qu'on avait avant, avec des flux de données, des données qui descendent, qui remontent, des connexions à des API. On peut vraiment avoir des choses très très puissantes. Et donc, en parlant justement de connexion API, ça nous amène au dernier point, les API. Et les API, si vous ne savez pas ce que c'est une API, je vais essayer de vous représenter ça. En gros, les API, c'est le moyen qu'on a entre deux sites web pour communiquer les uns avec les autres. Ça veut dire que si moi, aujourd'hui, je me dis, tiens, je vais développer un site web où je veux faire des citations de Chuck Norris. Donc je veux prendre toutes les meilleures, pas les citations, mais les blagues, vous savez. Donc je vais me dire, mais j'ai pas envie de les écrire toutes moi-même, les mettre dans une base de données et tout. Moi, je veux juste aller les récupérer, les afficher. Je veux pas trop me prendre la tête, c'est juste un side project. Je vais aller en recherche sur Internet d'une API qui va me donner ça. Et spoiler, il y en a, ça existe, il y a des API pour tout. Vous pouvez des API pour vraiment des trucs vraiment très exotiques. On se connecte ensuite à cette API-là, donc des fois il faut une clé, des fois il y a des moyens, des fois il faut qu'il y ait un compte, etc. Peu importe, ça c'est du détail. Et avec cette API-là, je vais du coup pouvoir, depuis mon site, faire une requête qui appelle l'autre site, donc via son API, qui dit « Tiens, je voudrais récupérer, par exemple, 10 blagues sur Chuck Norris. » Ok, l'autre il dit « Ok, attends, je te les cherche. » Il les trouve, il me les renvoie, moi je les récupère et je les affiche sur mon site. Voilà, donc une API permet vraiment à deux services de discuter les uns avec les autres. On peut faire bien sûr des trucs beaucoup plus puissants, mais c'était pour vous donner un exemple un peu plus concret. Je vais, pour essayer de comprendre, je vais essayer de vous trouver une image. En fait, je l'ai déjà trouvée. En fait, je vais juste revenir un peu en full screen comme ça pour vous expliquer ça. Pour vous montrer la différence entre la manière traditionnelle qu'on avait de faire des sites et la manière Jamstack. Je vais vous prendre l'exemple d'un restaurant. On avait hier Benjamin Cotte qui nous parlait de recettes de cuisine. Ce matin, Lior qui nous parlait de cappuccino. Moi, je vais vous parler de restaurant. Voilà. Les développeurs, on ne pense qu'à se nourrir, en fait. C'est ça le truc. Donc, dans un restaurant traditionnel, c'est quoi? Je rentre en tant que client, je rentre dans la salle, je vais m'asseoir. Donc ça, c'est comme si je rentrais dans le front-end du site, la partie côté client. Ensuite, j'ai un serveur qui vient me voir. Donc serveur, en plus, ça porte bien son nom, c'est comme si c'était le serveur web. Il vient me voir, il me demande qu'est-ce que je veux et tout, donc je lui dis, tiens, je veux manger ça et ça. Pour le plat, lui, il va en cuisine. En cuisine, du coup, c'est là où le serveur, c'est plutôt un cuisinier, en fait, qui va cuisiner, mais bon, peu importe. Il va fabriquer le truc et il va nous le renvoyer. Et ils envoient au client qui est en salle. Donc ça, c'est un peu vraiment le système. Le client, il contacte le serveur prépare sa page, lui renvoie la page. Si je veux aller sur une autre page pour mon dessert, je rappelle le serveur, je veux une crème brûlée, tac, le serveur retourne en cuisine, ça fait la crème brûlée et il me la renvoie. Donc à chaque fois que j'appelle une page, il y a un aller-retour du serveur entre la cuisine et puis la salle, tout simplement. Donc ça, on va dire, c'est la manière traditionnelle de faire, ce qu'on a toujours fait, ce qui marche très bien, mais on pourrait avoir une autre manière de faire où on éviterait justement ces allers-retours. Pour éviter ces allers-retours, c'est pour ça que la Jamstack a été créée. Et je vais vous montrer, il y a quelques temps, bon, quand on pouvait, aujourd'hui je peux plus, mais il y a quelques temps, on pouvait encore aller au restaurant, et du coup, un midi, je propose à ma mère d'aller au restaurant, donc je vais la chercher à son travail, on va au restaurant, et elle me dit, tiens, j'ai trouvé un nouvel endroit qui a l'air d'être pas mal. En fait, c'est le restaurant qui fait partie d'un hôtel, et je rentre là-dedans, et je vois quoi? Et je vois qu'en fait, c'est un restaurant 100% Jamstack. Et je me dis, c'est ouf, en fait. En gros, c'était le chef, donc un chef, un super chef, machin, il faisait ses plats, mais au lieu de les faire au fur et à mesure, et en fait, ils avaient tous préparés en avance, ils les avaient mis dans des petits bocaux, vous savez, les petits bocaux hermétiques et tout était préparé en avance. Et ça, c'est la Jamstack. En fait, tout le site est préparé en avance, et en fait, quand je rentre dans la salle, j'ai pas besoin de dire au serveur, tiens, amène-moi ça, c'est déjà là. En fait, c'est déjà prêt, il y a la rapidité extrême. Donc, c'est vraiment ça la différence. Donc, je dis, tiens, moi, je vais prendre ça, ok, après, je vais aller chercher un café, tac, je vais à la machine à café. En fait, tout est déjà là, tout existe déjà. C'est déjà prêt. C'est vraiment là, on fait sauter toute une partie. À la place d'avoir les allers-retours, le restaurant, en gros, le serveur a travaillé en amont, une seule fois en amont, un bon coup,
il a tout préparé, il a tout mis à disposition, et comme ça, quand on arrive sur le site, tout est déjà là, il n'y a plus d'aller-retour. Donc ça, c'est vraiment le concept simplifié via le restaurant de Jamstack VS version traditionnelle. Donc, je vais retourner sur mon slider pour rentrer un peu plus dans les détails. Maintenant qu'on a un peu parlé, un peu d'images comme ça, est-ce que je suis bien par rapport à mes délais. Donc, alors attendez, hop, ça on l'a déjà vu, maintenant on va passer à pourquoi. Pourquoi utiliser la Jamstack? On a vu comment ça fonctionnait, on a déjà à peu près compris qu'on retirait des centres d'aller-retour du serveur, mais qu'est-ce que ça offre vraiment? Ça, parce que je dis, si juste retirer un truc, c'est pas très, très important. On a toujours fait comme ça, pourquoi changer? Premièrement, c'est plus rapide. Vu que on a uniquement à la fin des pages qui sont déjà pré-générées, donc des pages pré-générées, ça veut dire qu'on n'a plus que du HTML, du CSS, JavaScript, c'est des fichiers très légers. Le serveur n'a pas besoin de calcul à faire. Donc on peut avoir une rapidité vraiment plus grande, et surtout on peut stocker ça sur des CDN, des caches, en cache sur des CDN. Des CDN, c'est quoi? Des CDN, c'est des Content Delivery Network. En gros, c'est comme des serveurs, sauf qu'on va pas directement uploader nous-mêmes nos fichiers dessus. Ça va être un serveur qui va être entre l'utilisateur et nous, notre serveur. Ils sont disposés à différents endroits géographiques sur la planète, et il met en cache les différents fichiers pour les envoyer plus vite. C'est-à-dire que moi, admettons, aujourd'hui, je suis en France. Je me connecte à un site, il va se connecter au CDN le plus proche de moi, donc un CDN par exemple qui est en Europe, et il va m'envoyer la page mise en cache du site que j'interroge. Du coup, ça va aller beaucoup plus vite. L'autre avantage, c'est que, admettons, le serveur CDN Europe est down, il est KO, il a un problème. Pas grave, il va me router sur le prochain serveur CDN le plus proche, etc., etc. Donc en gros, le site, vous pouvez quasiment jamais avoir un site down, parce que vous aurez toujours des fichiers qui vivent en cache dans un CDN ou dans un autre. Donc ça, c'est la première chose. Et aussi, on peut aussi pré-générer des images. Hein. C'est quelque chose de génial. On peut, par exemple, je sais que je veux afficher une image sur mon site. En amont, je vais générer, par exemple, différentes tailles. Donc si jamais, par exemple, je vois qu'il est sur mobile, ben, je pourrais comme ça envoyer une taille plus petite directement. Si je vois qu'il a un très grand écran, lui envoyer une taille plus grande. Je peux aussi faire différents formats, mais vous savez, avoir une image JPEG, mais je peux aussi générer un format WebP, et comme ça, si je vois qu'il a un navigateur récent, je lui envoie le format WebP, etc. Donc je peux préparer tout ça en amont et mettre ça sur des CDN. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est plus sécurisé. Pourquoi plus sécurisé? Dans le schéma traditionnel, on a d'un côté le front-end, de l'autre côté le back-end, et ça communique, ils communiquent les uns avec les autres en passant par une porte. Donc le front-end passe par la porte pour aller sur le front-end, pour aller sur le back-end, et le back-end repasse par la porte et le redonne. Pour sécuriser ces transactions, la porte, soit on met une porte blindée, soit on rajoute des serrures, soit on fait plein. Enfin voilà, on peut rajouter des trucs, mais il y a toujours une porte. Donc toujours possiblement une faille. Avec la Jamstack, en fait, il n'y a plus de back-end. Donc en gros, on prend une masse, on fracasse la porte, on la pète, on prend des parpaings, on prend une truelle, on remonte un mur à l'endroit où il y avait la porte, et il n'y a plus de porte. En fait, tout est fait en amont, en local. Du coup, il n'y a plus de possibilité à ce niveau-là de faille. Donc en fait, le problème de sécurité, c'est même pas un problème d'améliorer la sécurité de notre porte, c'est que juste, il n'y a plus de porte. Donc, comme ça, déjà, c'est un problème qui saute. Troisième avantage, c'est moins cher. Des fichiers légers HTML, CSS, JavaScript, ça coûte rien à héberger. Soit ça coûte très peu cher, ou soit dans certains cas, par exemple avec Netlify dont je parlais tout à l'heure, c'est gratuit. Donc à ce niveau-là, si vous n'avez pas beaucoup de budget, c'est vraiment valable. Et enfin, non, pas enfin, il y a une meilleure DX, Developer Experience. L'expérience développeur, c'est en gros comment les développeurs vont trouver que c'est agréable à utiliser. Donc ça veut dire que là, moi je trouve que c'est très agréable parce que je peux me concentrer sur mon front-end et juste me connecter à des services dont j'ai besoin par-dessus, donc des API. J'ai besoin d'avoir un e-commerce, je me connecte à un service d'e-commerce. J'ai besoin d'avoir une base de données, je me connecte à un service de base de données. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure, vous inquiétez pas. Et donc, à partir de là, c'est super confortable. Et il paraît même que à chaque fois qu'un développeur passe sur la Jamstack, il gagne à peu près 10 ans d'espérance de vie. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de quand même, vraiment, au niveau du stress et tout, ça change vraiment la vie. Plus sérieusement, si on continue, c'est aussi
très scalable. Vous savez, si on a un serveur classique, si d'un seul coup, on commence à faire une campagne de lancement d'un produit ou quoi, on se retrouve avec plein de gens qui arrivent sur le serveur, et si le serveur n'est pas prêt, il va crasher. Il n'est pas prêt à recevoir autant de monde. Sur les CDN, c'est à peu près transparent. On peut avoir des pics, on peut avoir un utilisateur, 1000 utilisateurs, 10 000, qui arrivent d'un coup, c'est le gars, il gère, ça lui change, enfin, pour lui, c'est à peu près transparent. Donc voilà pourquoi utiliser la Jamstack. Maintenant, il y a quelques bonnes pratiques, si je réussis à changer mon slide, de comment l'utiliser. Il y a encore 5 grands points qu'il faut prendre en compte. Ces 5 grands points, c'est des points qui vont paraître un peu techniques, donc je vais aller assez rapidement dessus pour pas vous perdre, mais sachez que, en fait, en fonction du service que vous utilisez, par exemple, si après vous hébergez votre site, genre, je vais encore parler de Netlify. Netlify, j'adore, donc je fais que d'en parler, mais j'ai pas de, je gagne rien à en parler. Voilà, il me reverse rien. Mais voilà, j'en parle tout le temps parce que j'adore ce service. En utilisant ce service d'hébergeur, tout ce que je vais vous présenter là, en fait, c'est pris en compte automatiquement. Donc, ça paraît compliqué, mais en fait, si vous utilisez les bons outils, que je vous montrerai aussi tout à l'heure, ça ira. Premièrement, il faut que votre hébergeur utilise des CDN pour tout ce qu'on a prévu avant. Donc, il faut que votre hébergeur ait un réseau de CDN qui fonctionne bien. Deuxièmement, il faut qu'il puisse faire des déploiements atomiques. Ça veut dire que quand on va build notre site, il faut que, si jamais il y a un problème à un moment dans le build, il ne faut pas qu'il commence à moitié uploader certains fichiers qui, au début, avant que ça bug, et qu'après, les autres soient pas mis. Parce que sinon, on se retrouve avec des trucs où, quand une partie du site est mise à jour et pas l'autre, hein, forcément, ça crache, ça marche pas, parce que c'était peut-être pas compatible ou quoi. Donc, il faut que on s'assure de mettre en ligne uniquement les builds qui ont fonctionné entièrement. Donc, soit tout passe en ligne, soit rien passe en ligne. C'est ça, un déploiement atomique, c'est ça. Soit tout, soit rien. Troisièmement, cache invalidation. C'est quoi? C'est que on va avoir nos caches sur les CDN. Vous avez peut-être utilisé ça, déjà, des caches, même quand vous développez. Donc le cache, ça permet d'avoir des trucs vos fichiers qui arrivent plus vite. Le problème, c'est que si des fois, je pense que ça nous est tous arrivé, hein, on développe, on sauvegarde, on essaie de voir nos changements, on fait putain, on fait mince, les changements n'arrivent pas. Pourquoi les changements n'arrivent pas quand je développe? C'est juste qu'en fait, à chaque fois, le navigateur nous renvoie le cache et on fait mince, et en fait on avait oublié. En fait, il faut vider le cache et là on fait ah si c'est bon, ça a été pris en compte. Donc là, si on réussit pas à virer le cache quand on a un nouveau build, il va faire que d'envoyer la vieille version. Donc il faut que votre hébergeur puisse, dès qu'il y a un nouveau build qui est uploadé, qui gère de virer tous les anciens caches pour qu'on ait toujours la version la plus fraîche en fait de notre site. Ça, c'est le troisième point. Quatrième point, que tout soit contrôlé, enfin qu'il y ait une version de contrôle, donc avec Git ou équivalent, pour qu'on puisse travailler en équipe, que ce soit plus simple et qu'on puisse gérer le projet, revenir très simplement. Comme ça veut dire que si je upload un site, moi je veux revenir sur une version précédente, bam, et aussi facilement qu'avec Git, je reviens au build précédent et ça me l'affiche en direct sur mon site. Donc c'est vraiment très puissant et ça me permet d'avoir les builds automatiques, c'est-à-dire qu'on va connecter notre hébergeur avec un répertoire Git et dire quand je push sur ma branche de production, automatiquement, donc je suis en train de développer, voilà, on a défini que tous les tests sont OK, toute l'équipe a validé le truc, je push sur ma branche de production, mon hébergeur détecte que j'ai pushé sur ma branche de production, et il rebuild le site, et comme ça, il vire le cache, etc., et puis il refait tout. Donc ça, c'est vraiment les grands principes qu'il faut avoir en tête quand on utilise la Jamstack et les serveurs. Je vous ai fait un petit exemple de monolithique, donc un peu la version plus traditionnelle, et la Jamstack. Sur le monolithique, les fichiers sont générés à la requête, comme on avait vu tout à l'heure. Plus souvent, les mises à jour sont faites via FTP, et les contenus sont gérés par des CMS un peu plus traditionnels, type WordPress ou d'autres trucs hein, qui sont un peu équivalents. À l'inverse, la Jamstack, les fichiers sont déjà générés en amont. On fait les mises à jour via des pushs sur Git, donc après, qui peut être connecté à GitHub, Bitbucket, ou ce que vous voulez, GitLab. Et les contenus sont gérés, non pas par une base de données et tout, qui sont dans un serveur connecté sur notre site, mais sur des CMS dits headless, donc ça veut dire des services indépendants et qu'on connecte avec les API, comme on avait vu. Donc ça, c'est la différence entre les deux. J'essaie d'aller un peu plus vite, parce que je vois le temps qui tourne. Donc, en pratique, 3 étapes faciles. Donc là, je vais un peu vous parler plus en détail de ce que vous pouvez utiliser. Premièrement, on va générer le site, on va voir quels outils. Deuxièmement, on va déployer le site. Et troisièmement, on va dynamiser le site. Dynamiser le site, je suis pas sûr du mot, mais au moins je le trouve très parlant. On va pas se contenter d'un site avec des pages HTML générées, on va le rendre ultra puissant en lui donnant vraiment du pouvoir. Donc, comment on fait ça? Premièrement, pour générer. Il y a 3 moyens de générer un site.
Un site Jamstack, statique, serverless. Il y a tellement de mots pour dire tout ça. Premièrement, c'est à la main. Ça veut dire je vais coder, je vous conseille pas, mais on peut le faire. Je code mon code, je fais mon code HTML, je fais mon CSS, je fais mon JavaScript dans des fichiers comme ça, et je upload tout ça. Bon, c'est une manière de faire. C'est pas très moderne, c'est pas très pratique. Deuxièmement, utiliser des générateurs de sites statiques. Des générateurs de sites statiques, par exemple, si j'utilise React, je vais passer sur Gatsby, avec Vue, il y a Nuxt, il y en a des tonnes et des tonnes pour tous les goûts. Historiquement, le premier qui était, avant même qu'on ait donné le nom de Jamstack de ça, il y avait Jekyll. Jekyll qui était basé sur du Ruby qui générait un site statique. Voilà, c'est un peu le père de la Jamstack, mais sauf que Jekyll ne le savait pas. Voilà, c'est le père, mais il n'a pas reconnu ses enfants en fait. Il s'est fait dépasser par les événements. Donc ça, c'est le générateur de sites statiques, c'est un deuxième moyen de le faire. Moi, par exemple, j'utilise énormément Gatsby. J'ai même le t-shirt Gatsby, tellement je travaille avec. Et troisièmement, on peut utiliser, mais ça, il va y avoir un peu plus de travail, juste des frameworks front-end purs, donc par exemple React, Vue, mais il va falloir, vu que eux, ils génèrent pas réellement des pages, vous savez, ils génèrent qu'une seule page. Derrière, il va falloir un peu plus de travail, un peu plus de configuration. Donc, dans l'idée, en fait, si j'ai envie de travailler avec React, je vais plutôt passer sur Gatsby. Et si j'ai envie de travailler avec Vue, je vais travailler avec Nuxt, etc. Enfin, il y en a à peu près pour chaque framework. Donc ça, c'est pour générer. Pour déployer, j'ai plein de choix. Je peux utiliser Netlify, j'en ai déjà parlé. Je peux faire ça avec Vercel qui était connu anciennement sur no.sh. Je peux utiliser GitHub Page, je peux utiliser Heroku, je peux utiliser Firebase, je peux utiliser plein de trucs là. Et c'est pas le choix qui manque, on peut le faire avec plein de trucs. Pour dynamiser, si j'ai besoin d'avoir quand même une fonction un peu back-end, je vais pas mettre en place un back-end, je vais juste uploader une fonction dans le cloud, une cloud function. C'est quoi? C'est juste en fait une fonction back-end, et je vais utiliser le back-end de quelqu'un d'autre, Amazon Lambda, Microsoft Azure, sur Firebase, sur Google, il y a plein de trucs. Je peux prendre comme ça mon back-end, mais juste ma fonction dont j'ai besoin, je vais pas mettre, je laisse les géants gérer le back-end, gérer l'infrastructure et tout. Moi, je me contente juste de uploader ma fonction dessus. Ça, c'est le premier truc. Deuxième chose, je peux avoir besoin d'une base de données. Donc là, je vais me connecter, par exemple, toujours avec les API. Gardez ça en tête, c'est toujours le même principe. Je vais me connecter à des API, à des bases de données en service, FaunaDB, Firebase, il y en a plusieurs. Si j'ai besoin d'un formulaire, je peux utiliser par exemple Typeform. Si j'ai besoin de faire de la recherche sur mon site, je peux utiliser Algolia. Donc Algolia qui va indexer les pages de votre site et après faire un système de recherche comme ça, mais en fait pareil, pré-build. Je peux avoir utilisé un e-commerce, donc Shopify qui est très connu, ou Snipcart. Snipcart qui, je l'ai utilisé pendant très longtemps, qui est vraiment un système pour faire du e-commerce. Jamstack très 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 génial, vraiment vraiment top. C'est une équipe, c'est des Canadiens qui font ça. Une partie de l'équipe parle français. C'est que des développeurs à la base. C'est très très bien. Si je veux faire de l'authentification, il y a Auth0, il y a Firebase aussi. Encore une fois, Firebase fait pas mal de trucs. Si je veux faire des commentaires, il y a Disqus. Si je veux utiliser des CMS, il y en a 1 milliard. Des CMS, vous savez, c'est ce qui permet de faire de la gestion de contenu. Admettons, je crée un site et je veux donc je le vends à mon client. Et mon client, je veux qu'il puisse modifier, rajouter des articles de blog, modifier des pages ou quoi, je vais lui donner un CMS pour qu'il puisse gérer le contenu. Donc, il y en a des tonnes qui existent. Il y a Contentful, il y a Sanity, il y a Datto CMS. Mais on peut même utiliser l'interface de WordPress, mais juste pas en tant que, vous savez, on va juste utiliser la partie, la partie CMS, mais pas les pages générées après. Du coup, WordPress fournit une API, je fais une petite parenthèse. WordPress fournit une API. Du coup, on peut laisser des sites en place avec WordPress, mais par exemple, générer un site Gatsby derrière, juste en se connectant à l'API de WordPress. Voilà. Donc ça, on peut mixer les deux mondes aussi. C'est vraiment le client est hyper attaché à WordPress. Donc voilà, vous voyez, il y a des tonnes, et je pourrais encore en abonder de services qui permettent de faire ça. Enfin, je vous ai essayé de vous faire, alors moi je suis développeur, je suis pas graphiste, donc j'ai essayé de faire de mon mieux pour faire un petit schéma comme ça. Donc, je prends ma souris. Ici, c'est moi, je suis le développeur. Je développe mon site en Gatsby, c'est super, j'ai fini, je le push sur Git. Git envoie un webhook. Un webhook, c'est en gros, je sonne une sonnette à un service pour lui dire « Hey, j'ai fait un truc ». Ça, Netlify, il le détecte, il fait « Ah ok, il y a une nouvelle version ». Je mets le site à jour, je le build. Ça, c'est la première moyen. Mais j'ai aussi un Sanity, qui est un CMS, qui est connecté à mon site. Le client, il fait ses modifications de page sur Sanity, il sauvegarde, il dit OK, publier, machin.
Sanity envoie aussi un webhook à Netlify. Netlify fait « Ah ok, il y a des nouvelles données depuis le CMS, je rebuild le site avec ces nouvelles données. » Et en fait, on peut avoir comme ça plein de services qui vont déclencher des nouvelles données et redéclencher un build. Donc, on peut avoir des trucs très complexes. On peut avoir en fait des tonnes de microservices connectés à notre site. C'est comme des Lego. Je prends une brique, je l'ajoute à mon site quand j'en ai besoin. Quand j'en ai pas besoin, je la retire. On fait vraiment tout ce qu'on veut avec ça. Et voilà, et ben c'est fini. Je pensais avoir un peu de temps pour les questions, mais en fait, peut-être je peux avoir le temps d'en prendre une, mais je suis même pas sûr. Donc voilà, si vous voulez après me retrouver, hardcode.rs, ou vous tapez hc.rs, et ça va vous emmener sur mon site où je présente 2-3 trucs. Je suis un peu en train de faire des transitions, donc c'est un peu encore en construction. Et hop là. Alors attendez, je grossis à côté pour réussir à voir la question. Est-il nécessaire de posséder un socle HTML CSS pour Sabot chez Hardcoders? Le programme ne mentionne pas si les langages sont abordés ou non. Oui, en fait, moi, je vais bientôt. Alors, désolé, enfin, là, je parle du coup de mon programme. Il vaut mieux. Enfin, c'est très conseillé d'avoir HTML, CSS, même si à partir de l'année prochaine, je vais commencer aussi parce qu'il y a beaucoup de débutants en fait qui, du coup, qui me le demandent parce que moi, en fait, je travaille plutôt avec un public un tout petit peu plus avancé. Et donc, oui, c'est mieux. Aujourd'hui, c'est mieux, mais à partir de l'année prochaine, ça sera bon, ça sera intégré dans le programme. Mais aujourd'hui, oui, il vaut mieux avoir un background HTML, CSS. Le programme Hardcoder, c'est en fait c'est le nom que j'ai de mes formations. Au final, tu n'es pas dépendant de beaucoup de services, système d'abonnement. Oui et non. En fait, c'est un choix. Tu peux, mais oui, en fait, c'est ce que j'essaie de toujours expliquer. Il faut trouver le juste milieu. En fait, en effet, tu peux à un moment avoir beaucoup d'abonnements. Mais moi, personnellement, j'ai des projets où j'ai 3 ou 4 abonnements que je paye. Mais au final, ça me gêne pas parce que le temps que j'ai gagné le temps que j'ai gagné en lâchant 10 balles par mois, 50 balles par mois, ben ça n'a pas de prix en fait. En fait, ça me dérange pas de les lâcher, c'est les billets parce que j'aurais pas pu le développer sinon. Donc ça me permet de faire des choses que j'aurais pas pu faire. Donc en fait, c'est vraiment en fonction des projets, trouver l'équilibre entre le coût que j'aurais à le développer moi-même et le coût que j'ai à utiliser des services. Et c'est trouver la balance entre les deux. Il n'y a pas de vérité, en fait. Il faut trouver le bon équilibre de ce que je vais développer moi-même et les microservices que je vais utiliser. C'est un équilibre à trouver.